Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler des Québécois. Qui sont les Québécois? Alors vous allez voir, la réponse n'est pas si simple qu'il n'a l'air. Donc il faut savoir déjà que les Québécois, c'est environ 10 millions de personnes sur une population canadienne de 34 millions. Et si on regarde le Canada et les États-Unis, la population totale, c'est environ 350 millions. Donc on a 10 millions de francophones dans un environnement où il y a 340 millions d'anglophones. Donc vous voyez un petit peu l'échelle, c'est très minoritaire. Mais comme ils représentent environ un tiers de la population canadienne, ça veut dire que leur voix compte. C'est une minorité qui est importante pour gouverner le Canada. Et c'est pour ça que les anglophones supportent les Québécois et doivent un peu adapter leur politique en fonction de ce que pensent les Québécois, et ça occasionne quelques tensions entre les deux communautés parfois. Donc les Québécois, en gros, ils ont trois origines. Donc d'abord, il y a les autochtones qui étaient là sur le territoire depuis plus de 10 000 ans, depuis la dernière période glaciaire. On trouve des traces de vie humaine au Canada. Donc les tribus autochtones étaient présentes en Amérique du Nord depuis très longtemps, avant l'arrivée des colons. Il y a par exemple les Inuits, les Cris, les Micmacs, les Inuits, les Algonquins, les Mohawks, les Hurons-Wendat et encore d'autres communautés. Et chaque tribu, chaque peuple autochtone a sa langue et sa propre culture, donc ils réalisaient du commerce et des échanges entre eux, mais ce sont vraiment des peuples identifiés et très séparés en fait. Donc aujourd'hui, les plus nombreux, c'est la communauté Innu, I-N-N-U-S, je ne sais pas si je prononce ça exactement comme il faut. Ils vivent le long du fleuve Saint-Laurent, plutôt au nord-est du Canada. Ils sont environ 14 000 individus, donc c'est très peu. Il y avait environ 30 000 autochtones au total avant l'arrivée des colons français et anglais sur le territoire canadien. Ensuite, à partir du milieu du XVIe siècle environ, on commence à voir les pêcheurs, les Terre-Neuve arriver de France au Canada pour la pêche. Donc ils venaient de façon saisonnière, ils pêchaient dans l'Atlantique Nord, puis ils retournaient en Bretagne, en Normandie ou sur les autres régions côtières françaises. Et à partir de 1534, quand Jacques Cartier a vraiment découvert le Canada, des comptoirs commerciaux ont commencé à s'établir, des petites villes ou des villages de colons se sont installés, mais c'était pas encore vraiment une colonie. Donc là, on avait des Français et des Anglais qui arrivaient par bateau pour faire du commerce et exploiter les ressources du Canada, principalement les fourrures, le bois. Si on s'intéresse un peu plus aux francophones qui sont arrivés à cette époque, donc au XVIe et XVIIe siècle, on peut aussi les classer en trois groupes. D'abord, il y avait les coureurs des bois ou les coureurs de bois. Ça, c'est un peu le cliché du Canadien quand on imagine un peu le XVIIe siècle et le Canada, on voit toutes ces forêts, les castors et les gens avec les canoës dans les pirogues, etc. Donc, si vous avez vu le film The Revenant, quand ils sont dans la forêt au début, qu'ils font du troc ou qu'ils collaborent avec les tribus autochtones, c'est un peu cette ambiance-là. Je crois que dans le film, d'ailleurs, on voit des gens qui parlent français, ce sont des coureurs des bois de l'époque. Et donc ces coureurs des bois, ils ne chassaient pas eux-mêmes. Ils faisaient vraiment le commerce avec les populations autochtones. Ils échangeaient leurs marchandises, des biens manufacturés, parfois des armes et des choses utiles pour les peuples autochtones, qui eux, en échange, leur vendaient des fourrures. Donc les coureurs des bois n'avaient pas une très bonne réputation, ils se laissaient difficilement contrôler, ils étaient très indépendants. J'imagine que quand ils retournaient dans les villages, après avoir passé des semaines dans les forêts, ils se lâchaient un petit peu, peut-être qu'ils buvaient un peu trop, qu'ils allaient voir des femmes, etc. Donc c'était pas la population la plus fréquentable, on va dire. Mais pourtant, c'était seulement 10% de la population, donc leur nombre était assez limité en fait dans la colonisation du Canada par les francophones. Le deuxième groupe, c'était les marchands, les commerçants, donc tous ceux qui récupéraient la marchandise auprès des coureurs des bois et puis qui les vendaient aux populations établies sur place, ou alors qui les envoyaient jusqu'en France pour faire le commerce avec la métropole. Donc ça, ce sont les gens qui se sont enrichis et qui ont bien profité d'être établis au Canada.
Et ces personnes-là faisaient travailler un certain nombre de Français qu'ils avaient fait venir de métropole vers le Canada en leur promettant une situation peut-être plus favorable qu'en France à l'époque. Ils pouvaient gagner beaucoup d'argent au Canada et pas beaucoup dépenser parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et je vais vous raconter une petite anecdote amusante à ce propos-là. Le nom de famille Tremblay, c'est le nom de famille le plus courant au Québec. Et un Québécois sur 93 qui porte le nom Tremblay. Donc c'est à peu près 1% de la population et c'est comparable au nom de famille Smith aux États-Unis. C'est à peu près 1% aussi de la population. Et en fait, tous les Tremblay du Québec aujourd'hui proviennent d'un seul ancêtre. Donc Pierre Tremblay est né dans l'Orne en France en 1626. Il est venu travailler au Canada pour un marchand en 1647. Et donc il déchargeait des marchandises du port pour les amener au magasin de son employeur et inversement. Et donc ce Pierre Tremblay a vécu une vie longue et heureuse au Québec et est maintenant l'ancêtre commun de tous les Tremblay du Canada. Alors en plus de nos coureurs des bois et de nos marchands, commerçants et leurs employés, il y avait bien sûr les militaires parce que la France devait assurer la protection de toutes ces personnes, protection contre les tribus autochtones, contre les Anglais évidemment, et donc il y avait une forte présence militaire de la France. À l'époque, la colonisation du Canada, c'était surtout une colonisation marchande. C'était pas très attirant pour les Français. Je pense que le climat du Canada, du Québec, était trop rude pour les Français. Il n'y avait pas vraiment de distraction, de culture comme il pouvait y avoir en France. Alors ça n'attirait pas les foules, on va dire. Donc là, on est au XVIIe siècle. Le Canada a été découvert par la France en 1534, mais il faut attendre 1668 pour que ça devienne officiellement une colonie française sous le nom de Nouvelle-France. Et alors le problème, c'est qu'en Nouvelle-France, à l'époque, c'était très masculin. On a vu qu'il y a des coureurs des bois, des militaires, des commerçants et des marchands, donc il y avait bien sûr quelques familles dans ces groupes-là, mais principalement c'était des hommes. Donc le roi de France qui voulait peupler sa colonie et la rendre attractive pour avoir pour encourager plus de personnes à aller travailler là-bas, c'était pas très vendeur, c'était pas très populaire. Donc c'est là qu'ils ont imaginé d'envoyer des femmes pour peupler la Nouvelle-France, pour aider à peupler la Nouvelle-France. Donc c'est ce qu'on a appelé les filles du roi. C'était principalement des orphelines ou des femmes qui pouvaient être veuves ou de milieux défavorisés. Donc elles étaient sous la tutelle du roi. Elles n'avaient pas de famille et qui pouvaient s'occuper d'elles, donc c'est le royaume de France qui s'occupait de ces femmes ou de ces filles. Donc on leur a proposé d'aller s'établir dans la province de la Nouvelle-France, tout frais payé, donc on leur payait le voyage, le roi leur fournissait une dot, c'est-à-dire un certain nombre de biens qu'elles pouvaient amener dans un mariage. Et donc pour ces filles-là qui n'avaient presque aucun espoir en France, c'était plutôt une bonne opportunité. Donc 800 filles sont ainsi parties de France vers la Nouvelle-France pour participer à l'augmentation de la population et ça a plutôt bien marché parce que la population a triplé en quelques dizaines d'années. Et donc c'était principalement des filles pauvres, mais il y avait aussi quelques filles de bonne famille parce qu'il fallait bien trouver des femmes pour les officiers et les nobles qui étaient déjà établis en Nouvelle-France. De par la proximité géographique, une grande partie des colons de cette époque de la Nouvelle-France provient de l'ouest de la France, donc de l'Île-de-France, Paris et sa région, de Normandie, de Bretagne, du Poitou, de tout l'ouest de la France en fait. Et le troisième groupe principal dont j'ai pas encore parlé, ce sont bien sûr les anglophones, qui eux étaient les colons anglais d'Angleterre, et aussi après la Révolution américaine, un certain nombre de loyalistes américains qui souhaitaient continuer à servir la reine d'Angleterre sont venus s'installer au Canada, ce qui fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a deux populations majoritaires qui sont les francophones et les anglophones, mais il y a un gros déséquilibre. On a à peu près 2 millions d'anglophones contre 60 000 francophones, et en plus la France s'est un peu lassée de la Nouvelle-France, il n'y a pas vraiment de volonté de soutenir cette colonie.
les colonies du Sud sont beaucoup plus lucratives et beaucoup plus faciles à exploiter que la colonie de Nouvelle-France. Donc en 1759 a lieu la bataille des Plaines d'Abraham dans l'actuelle ville de Québec. Et là, c'est une grosse défaite pour les francophones. Pour la France, les anglophones gagnent cette bataille et c'est un peu ce qui marque la fin de l'influence française au Québec. Donc vous voyez, depuis 1759, depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a vraiment eu très peu de liens entre le Québec et la France, jusqu'à ces dernières années où les Français de France ont redécouvert le Québec et se sont dit que en fait les conditions de vie malgré l'hiver étaient quand même super agréables là-bas. Donc on a recommencé une petite colonisation française là-bas.